Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on visite le château de Comarque qui est ici juste derrière moi, donc un beau château en ruine. Mais on va visiter tout ça, donc on est ici en Dordogne. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. C'est parti! Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle voix off pour partir à la découverte du château de Comarque. Ce château, il est situé sur la commune des Aisies dans le département de la Dordogne. C'est un château fort qui a été édifié vers le XIIe siècle sur la demande des abbés de Sarlat. Il est possédé par la famille de Bénac jusqu'au XVIIe siècle. Le site castral est regroupé à l'intérieur d'une enceinte, un donjon qui était le logis seigneurial des Bénac, une chapelle et des tours habitées par d'autres familles nobles. Il a été ensuite abandonné au XVIIIe siècle et il tombe ensuite en ruine comme nous le connaissons aujourd'hui. Il a été acheté en 1968 par Hubert de Comarque qui en fait depuis l'objet de plusieurs campagnes de restauration. Sous le château, à l'aplomb du donjon, se retrouve le site archéologique de la grotte préhistorique ornée de Comarque. Fondé au cours du XIIe siècle ou avant, sur la démarche des abbés de Sarlat, le château de Comarque, qui n'est alors qu'une simple tour de bois, doit à l'origine assurer la sécurité de la vallée qui voit le croisement de deux routes commerciales importantes de la région. La route de Périgueux à Cahors et celle de Brive à Bergerac. Gérard de Comarque a commencé la construction d'une version agrandie, puis entre chez les chevaliers hospitaliers en 1116, comme l'un de ses premiers membres et part pour Jérusalem pour les croisades, faisant don de ses biens aux hospitaliers. Au XIIe siècle, il existe une agglomération, un donjon avec un logis, une chapelle indépendante et des maisons-tours. C'est le castrum de Comarque, ce troglodyte. Progressivement, après que la famille de Bénac s'est rendue maîtresse du château, la tour en bois est remplacée par un donjon en pierre, plusieurs fois rehaussé, en particulier en 1380, et couronné de machicoulis. Ainsi, les seigneurs du lieu, les Bénac, logeaient dans le donjon seigneurial. Plusieurs autres tours sont ensuite construites, accompagnées à chaque fois d'un logis. Les maisons-tours sont tenues par des lignages de petite noblesse dont quelques noms sont connus, les Comarque, les Cendrieux, les Gondrix, les Lachapelle, etc. Chaque maison-tour est constituée d'un enclos, d'accès propre et de fossés. Pendant la guerre de Cent Ans, les Bénac restent les défenseurs fidèles de la couronne de France. Les Anglais s'emparent cependant du château en 1406 et le conservent pendant plus quelques années. Le déclin de la famille de Bénac date de cette époque. Dans les années 1500, il semble que le castrum soit déjà déserté par les anciennes familles résidentes. Plus tard, en 1569, le castrum est à nouveau pris pendant les guerres de religion par les catholiques. C'est sans doute à cette époque que s'est effondrée la salle voûtée. Guy de Bénac, dernier châtelain de Comarque, y meurt en 1656. Le site est abandonné définitivement au XVIIIe siècle. Un siècle plus tard, le château est en ruine. En août 1915, l'abbé Henri Breuil découvre la grotte préhistorique de Comarque, au pied de la falaise, qui soutient le château. Elle renferme 150 dessins gravés par l'homme, il y a 15 000 ans, les Magdaléniens. La grotte est classée au titre des monuments historiques en 1924. Avant la Première Guerre mondiale, les ruines du château sont achetées pour servir de carrière de pierre pour construire les ailes néo-gothiques d'un château situé près de Sarlat. Le château tombe dans l'oubli, puis est racheté dans les années 1900 par un Allemand, le prince de Croy, qui a de nombreux héritiers, ce qui fait d'Hubert de Comarque met 10 ans pour l'acquérir dans les années 1960. En 1968, Hubert de Comarque, qui a grandi au château de la Bourlie, descendant de la famille de Comarque et fils d'un résident déporté à Buchenwald, achète les ruines. Le château est à l'époque entièrement recouvert par la végétation.
il entreprend de consolider les anciennes parties les plus abîmées. Depuis 1994, le château fait l'objet de plusieurs campagnes de consolidation et de restauration. Le castrum a également fait l'objet dans les années 1990 et 2000 de 2 études approfondies. Les relevés du bâti ont mis en évidence les nombreuses reprises de maçonnerie s'échelonnant du XIIe au XVIIe siècle. Depuis 2023, Aude de Comarque a pris la suite de son père. Campé sur un roc à flanc de coteau, le château est naturellement défendu par les côtés nord et est par un ravin. Sur les autres côtés, un fossé profond a été taillé dans le rocher. Les tours et donjons y ont été installés afin d'en interdire l'accès. La forteresse proprement dite est située à la pointe du rocher, formant un quadrilatère et comprenant un double donjon, un corps de logis et une grande salle et sa petite tour d'escalier ronde. Isolé du reste du site par de profonds fossés taillés dans le rocher, il était accessible par la barbacane du XIIIe siècle et le ravelin du XIVe siècle. Sous sa protection, on a construit à flanc de coteau de riches logis. Côté plateau, un fossé et une basse-cour protègent ses abords. Côté vallon, le castrum était défendu par un ouvrage consistant en une enceinte de courtine avec une grosse tour près de la porte. Au-dessus de la porte se trouve la chapelle. À l'extérieur du castrum, dans la falaise située sous le château, se trouvent 2 cluseaux, habitations creusées et aménagées dans la falaise qui servaient de refuge contre les envahisseurs. À l'intérieur cohabitaient hommes et animaux, comme le montrent l'étable et la bergerie creusées à côté des salles d'habitation. Le château est ouvert au public depuis l'an 2000, afin de financer la restauration, des activités ludiques, des concerts, des animations médiévales ou encore des séminaires y sont organisés, ainsi que des expositions d'artistes. En 2022, le château a attiré 60 000 visiteurs. C'est un des plus visités de Dordogne et un lieu de tournage prisé. Les Duellistes de Ridley Scott en 1977, la série télé Sauver Lisa ou encore en 2023, Fortune de France de Christophe Thompson. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec une démonstration de vol de rapaces organisée par l'association Les Grandes Ailes Corésiennes de Brive-la-Gaillarde. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Pour une première fois pour nous, nous allons présenter notre équipage de fauconnerie au beau château de Comarque. Je remercie ceux qui nous ont invités à animer cette belle fête de la nature, la fête des mamans. Donc voilà, nous sommes un équipage de fauconnerie dont l'élevage se situe sur Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Ça fait 23 ans que je fais cette passion, ce n'est pas mon métier. Donc vous ne verrez pas aujourd'hui des professionnels. Les professionnels sont ailleurs, dans d'autres équipages, ils vous présentent de la volerie, ce qui est une petite nuance par rapport à la fauconnerie. Nous sommes chasseurs. Chasseurs dans l'esprit, car un oiseau, un rapace, chasse naturellement. Que l'on n'oublie pas cela, surtout pas. La fauconnerie a plus de 4000 ans d'existence. 2000 avant JC, les Perses
utilisé la fauconnerie pour chasser et se distraire. C'est bien après, quand les croisades ont monté en puissance et que l'Asie est venue rencontrer l'Europe, que la fauconnerie s'est développée au Moyen-Âge, grâce aux conquêtes. Je vous laisserai pas dans les détails. La migration de la fauconnerie en France a été fortement développée sous les règnes, et là on réduit les époques, de Louis XIII, voilà, un peu avant, mais surtout Louis XIII. Alors, pour se souvenir, Louis XIII avait 60 fauconniers maîtres. Une personne comme moi représentait Louis XIII au niveau national, et Louis XIII, dans ses campagnes, sa guerre, et bien sûr ses aventures de chasse, se déplaçait avec 120 à 160 oiseaux dans ses déplacements royaux. Donc ça a été une grande aventure jusqu'à Louis XV, Louis XVI. Alors Louis XV aimait les femmes, donc le fauconnerie a périclité. Louis XVI s'occupait plus d'horlogerie que de fauconnerie, mais ils avaient toujours la fauconnerie française, et on parle de royauté. Voilà, Louis XVI, on l'a raccourci, et puis malheureusement la fauconnerie est tombée en désuétude. Napoléon avait toujours la fauconnerie, mais s'en inquiétait pas. La poudre, le petit plomb était arrivé, c'était plus facile de tirer un gibier au petit plomb que de faire voler un oiseau. Sachant que les rois ne faisaient pas voler les oiseaux, c'était les maîtres fauconniers qui faisaient voler les oiseaux pour le bon plaisir du Seigneur. Alors ça, après la Révolution, Napoléon, la fauconnerie disparaît plus ou moins, sauf dans les royautés, en Angleterre, en Belgique, au Danemark. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'après la guerre, en 1950, la fauconnerie est revenue par des passionnés qui ont remonté ces équipages de fauconnerie en France. Et aujourd'hui, ça prend quelques lettres de noblesse, et c'est tant mieux pour ces traditions et ces us et coutumes. Voilà. Alors, bien sûr, entre les deux, il y avait les gueux, les manants. Et les manants, eux, ils chassaient pour se nourrir. Le roi chassait pour se distraire, et les manants chassaient pour se nourrir. Alors, quand on chasse pour se nourrir, on utilise des oiseaux du pays. Ce sont des oiseaux de bas vol, les autour des palons, les perdiers. Voilà, essentiellement, on s'arrête là, et quelques faucons. Mais les faucons étaient utilisés par la royauté. Donc on a déjà, dans la fauconnerie, deux types de vol. Le vol des oiseaux de bas vol lents et lourds, et des vols de haut vol, des oiseaux légers et très rapides. Alors moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mes trois oiseaux ici. Ce sont des chasseurs. Alors on va les faire voler à la filière. Je précise bien, pas de démonstration, pas de spectacle, c'est du nourrissage. On est obligé de nourrir nos oiseaux. Et on est dans un cadre protégé. On ne peut pas laisser, je vais faire de l'humour, on ne peut pas laisser un Américain en liberté. Voilà, parce que ce sont des bus américaines qui viennent du Texas. Donc voilà, ça fait désordre en France si ces braves oiseaux venaient à être libérés en toute liberté, surtout à cette période où la chasse est interdite, elle est fermée. Donc nos oiseaux volent de septembre à fin mars, en toute liberté, et là, aujourd'hui, on va vous les faire voler à la filière, parce qu'ils sortent d'une période de chasse, ils ont très faim, et en plus, ils vont logiquement démarrer à fond. Alors, je vous présenterai donc les trois oiseaux, on va avoir des comportements un petit peu différents, je vous expliquerai pendant le vol pourquoi ils se comportent et comment ils se comportent. Et puis, on fera voler le faucon pèlerin, et vous verrez la différence de vol et la différence d'approche et des caractéristiques de l'oiseau. Donc je vais laisser les deux dames de la confrérie des fauconniers faire voler les oiseaux, et au fur et à mesure du vol, je vous expliquerai certains comportements. Allez, c'est parti. Là, je suis bien. Ça va tourner. Ça, c'est un oiseau efficace. L'expérience parle. Allez.
il y a un certain temps, il y a assez Ils volaient pas beaucoup, les oiseaux. Okay. Ah oui, c'est bon, ils volent. Ils se font des passes. Alors, un oiseau qui n'hésite pas, parce qu'il a de l'expérience, un oiseau qui a 11 ans, durée de vie 17-18 ans, et donc c'est un oiseau qui a beaucoup d'heures de chasse, qui a beaucoup de lapins à son actif. C'est un chasseur hors pair, et bien sûr sa femelle va être un peu plus lourde, peut-être pas le même poids de chasse, le poids de forme. Et puis le petit Arès, il a à peine un an, donc il est fini. Voilà. Alors ce que vous voyez, c'est du nourrissage. On nourrit notre oiseau. Pas question de nourrir notre oiseau en lançant un morceau de viande dans la volière. Les oiseaux sont extraits tous les jours de leur volière. Ils volent en libre dans notre jardin et on les nourrit au point pour qu'ils s'entraînent, qu'ils volent, qu'ils fassent leur vie. Moi j'aimerais Alors si vous commencez à leur casser les pattes, les gars, ça va pas le faire. Attends, moi je vois la petite. Allez, Bah tiens. Oui, on retourne. venez. Je vous présentez votre gant comme une branche. Voilà. Et vous allez attirer l'œil de l'oiseau en tapant sur le doigt. Eh bah, Tu dois y aller. il y a pas envie de regarder. Je ne connais pas. Allez. Hop. Allez. Allez. Alors, regardez le point. Tu vas la rappeler, Nina. Voilà. Allez-y. Eh oui, c'est content. C'est pas tous les jours. Pousse, Nina. Voilà. Là, vous avez deux oiseaux complètement. Tu vous tournes le dos, tu regardes, tu vous regardes. Vous regardez les oiseaux, ils vous regardent. C'est pas qu'il là. Ah, c'est pas une mécanique exacte. C'est pas évident. Je suis d'accord, c'est pas évident. Le dessin, il y a Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu, que vous avez bien aimé la découverte de ce château. Je vous invite à venir faire un tour ici. Donc on est venu ici aujourd'hui pour la fête des mères. Mais il propose sinon des visites libres, des visites guidées.
et des visites aussi audio guidées par un audio guide. Donc je vous laisse découvrir tout ça, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Merci à vous tous pour tout ça. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!